Alors, la Commission reprend ses travaux. Nous recevons maintenant des représentants pour le groupe Libre Penseurs Athées, M. David Rennes et M. Jacques Savard, en vous mentionnant que vous avez un temps de 10 minutes pour présenter votre mémoire. Alors, je vous demanderai peut-être de vous présenter qui est qui pour mettre les bons noms au bon endroit sur le land. Moi, je suis David Rennes, président de Libre Penseurs Athées, et voici mon collègue Jacques Savard. Alors, la parole est à vous pour votre mémoire. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous remercions de nous donner l'occasion de présenter notre point de vue sur ce projet de loi d'envergure qui est non seulement d'une importance capitale pour l'avenir du Québec, mais qui ne manquera pas d'avoir une influence certaine sur la législation et sur les débats publics dans d'autres juridictions. Je me présente David Rennes, président de Les Penseurs Athées, une association de défense des droits des athées qui prône le matérialisme philosophique, la pensée critique et la laïcité. Je suis accompagné de mon collègue Jacques Savard, porte-parole de notre association. En passant, je suis informaticien de profession, tandis que M. Savard est gestionnaire fédéral à la retraite. Vous avez sans doute pris connaissance de notre mémoire intitulée « Assurer un avenir laïque pour le Québec ». La liberté de conscience comprend aussi la liberté de s'affranchir de la religion. Nous voudrions résumer rapidement l'essentiel de ce mémoire et ensuite nous pencher sur un principe clé qui est sous-jacent à nos préoccupations et qui mérite une attention particulière et explicite. Nous, libres penseurs athées, appuyons le projet de loi 60, mais non sans certaines réserves. Nous félicitons le gouvernement d'avoir eu le courage de proposer une législation quasi constitutionnelle qui déclare la neutralité des organismes publics, une étape majeure dans le lent processus de laïcisation du Québec qui a débuté il y a plus d'un demi-siècle. Nous appuyons en particulier le devoir de réserve en matière religieuse qu'imposerait le chapitre 2 du projet de loi, devoir qui implique des restrictions à l'affichage des signes religieux ostentatoires par les fonctionnaires de l'État. La liberté de religion ne doit pas inclure le privilège de pratiquer sa religion au travail dans la fonction publique en y étalant ses convictions personnelles. Les signes religieux, tout comme les messages politiques, ont un fort caractère divisif, comme l'a démontré la présente consultation. Il nous semble inconcevable qu'un agent de l'État puisse afficher un tel objet dans le cadre de ses activités professionnelles. Cette contrainte ne menace pas la liberté de religion des employés de l'État, mais correspond, selon nous, à une limitation modeste et raisonnable de leur liberté d'expression durant les heures de travail. Cette restriction protège la liberté de conscience de tous, celle des employés comme celle des usagers, en établissant un milieu exemple de manifestations religieuses et politiques partisanes. En tant qu'athées, nous désirons souligner que la liberté de religion est incomplète si elle n'est pas jumelée à la liberté de s'affranchir de la religion, ces deux libertés découlant de la même liberté de conscience. On dénombre environ 800 000 incroyants au Québec, 10% de la population. Autant de citoyens ne se reconnaissent aucune religion, menant ainsi à un total d'environ 1,5 million ou 20% de la population. Les droits des incroyants et des sans-religion méritent le même respect que ceux des croyants. Le prosélytisme non-verbal des signes d'appartenance religieuse dans la fonction publique est une atteinte aux libertés de tout le monde, pas seulement celles des incroyants. Les co-religionnaires qui ne portent pas ces signes sont davantage touchés car ces signes leur disent qu'ils ou elles sont insuffisamment pieux, de moins bons croyants. En tant qu'athées, nous sommes solidaires avec ces croyants qui osent s'affranchir des pressions de leur famille ou de leur communauté pour remettre en cause leurs anciennes croyances et pratiques religieuses. Selon nous, le projet de loi 60 ne ferait qu'étendre le devoir de réserve en matière d'opinion politique aux opinions et appartenances religieuses qui ne constituent en fait qu'une expression politico-religieuse partisane. Travailler pour la fonction publique, ce n'est pas un droit, mais un privilège qui se mérite. Certaines restrictions à sa liberté d'expression sont le prix à payer pour pouvoir y accéder. En ce qui regarde la définition des termes neutralité et laïcité, nous aurions souhaité que le projet de loi soit plus clair. Les termes neutralité et neutralité religieuse y sont utilisés de nombreuses fois, mais laïcité rarement. Malheureusement, la neutralité peut s'entendre dans le sens d'accorder des privilèges égaux à toutes les religions, une vision que nous rejetons vigoureusement.
La neutralité, c'est le refus de l'État d'intervenir de quelque façon que ce soit dans les affaires religieuses, sauf pour protéger les droits fondamentaux communs et la laïcité de l'État. L'expression neutralité religieuse de l'État n'est pas synonyme de laïcité d'État et ne suffit pas pour la décrire. La laïcité de l'État, c'est la séparation entre religion et État, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance de l'État par rapport aux religions et à leur influence. La neutralité religieuse, bien comprise, permet donc le devoir de réserve religieux dans un espace étatique sans manifestation religieuse partisane, la défense de la liberté de conscience de tous contre le prosélytisme, en particulier celle des personnes les plus vulnérables, et finalement l'arbitrage par l'État des libertés lorsque celles-ci s'entrechoquent. C'est pour ces raisons que nous proposons un nouvel article proclamant officiellement la laïcité de l'État soit inséré devant l'actuel article 1, et je dépose le libellé de cette proposition ici. Je continue. Dans le cadre de ces auditions, plusieurs intervenants avant nous ont énuméré les lacunes du projet de loi 60. Nous résumons ici les lacunes les plus importantes à notre avis. Le crucifix accroché au mur du Salon Bleu de l'Assemblée nationale est une flagrante entorse à la laïcité et doit être retiré. Le programme éthique et culture religieuse est un privilège injustifiable accordé aux religions et doit être supprimé ou remplacé par un cours d'éthique non religieux. Le Comité sur les affaires religieuses et le secrétariat aux affaires religieuses au sein du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport doivent être dissous. L'État laïque doit se donner le mandat de protéger contre l'endoctrinement la liberté de conscience de tous, en particulier des plus vulnérables, nos écoliers et la petite enfance. Il faut éviter toute identification religieuse de l'enfant, car la religion doit être une affaire d'adultes, c'est-à-dire des parents. Des enfants chrétiens, musulmans, hindous, etc., ça n'existe pas. Il n'y a que des enfants dont les parents sont chrétiens, musulmans, hindous, etc. Il faut éliminer toute subvention aux écoles confessionnelles privées. Il faut abroger les avantages fiscaux accordés aux religieux et aux organismes religieux. Il faut mettre fin aux accommodements religieux consentis aux abattoirs rituels. Il faut interdire toute manifestation religieuse dans les édifices publics, comme les prières lors des séances des conseils municipaux ou scolaires. Et finalement, nous recommandons vivement la création d'une instance permanente pour poursuivre la laïcisation qui va demeurer incomplète. Pour conclure, nous voudrions souligner un principe primordial qui passe trop souvent sous silence dans les discussions sur la liberté de religion. Un principe qui doit être explicité dans la loi. Nous parlons bien sûr de la liberté de s'affranchir de la religion telle qu'évoquée par le titre de notre mémoire. En effet, la liberté de religion est incomplète sans la liberté de s'en défaire. Imaginez la liberté sexuelle sans la possibilité de dire non. Si l'individu n'est pas libre de refuser une croyance religieuse, alors sa liberté d'en adopter une ne vaut rien. Si elle préoccupe les athées et les incroyants, cette liberté de s'affranchir de la religion est aussi importante pour les croyants et même davantage. À nulle part, la loi ne définit la liberté de conscience et n'affirme explicitement que cette liberté peut prendre la forme, entre autres, de la liberté d'apostasier, de changer de religion ou d'être athée. Une mention explicite de l'apostasie dans la loi est particulièrement importante car plusieurs religions la sanctionnent très sévèrement, allant jusqu'à la peine de mort. En conséquence, nous requérons avec insistance l'inscription explicite des libertés d'incroyance et d'apostasie dans la législation pour ne pas les abandonner aux aléas de la jurisprudence qui semble de plus en plus les ignorer. Il y aura une minute pour conclure la mémoire. D'accord. Nous demandons aussi que ces libertés soient formellement et explicitement inscrites dans l'article 10 de la Charte des droits et libertés afin de protéger les incroyants et les apostats contre la discrimination dont ils sont trop souvent les cibles. Merci. Merci, messieurs. Alors, maintenant, nous allons à la période d'échange et je cède la parole à Monsieur le ministre. Pour 20 minutes, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour votre mémoire et votre présentation. Monsieur Rand, ma première question va être pour vous. Dans un texte publié sur votre blog, vous avez écrit
Given the elevated degree of emotivity, antipathy, and even hysteria which have been widely displayed by critics of the new Charter of Quebec values, it is necessary to establish a few ground rules before any constructive discussion can possibly occur. The ideas expressed in the Charter, as well as arguments for and against them, must stand on their own. The provenance of the ideas from Quebec, from the French-speaking world, from the Quebec government, from a sovereigntist political party, is of at most secondary or tertiary importance, if not completely irrelevant. A hatred of Quebec separatists is not an argument against the Charter, just as a love of them is not an argument for it. Fin de citation. C'est un fait que les médias, de façon générale, ont tendance à dire que tous les anglophones sont contre la Charte. Et je trouve ça, franchement, assez réducteur, parce que je doute que tous nos concitoyens anglophones soient aussi unanimes qu'on le laisse entendre. Pouvez-vous nous donner un peu une idée, nous parler un peu de l'humeur qui existe présentement au sein de la communauté anglophone en ce qui a trait au projet de loi? Est-ce que, effectivement, votre point de vue est partagé par d'autres, même si les médias ne reflètent pas nécessairement cette diversité des perspectives et des opinions chez nos compatriotes anglo-québécois? Je ne suis pas porte-parole de la communauté anglo-québécoise. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais d'après moi, au Québec, les anglo-québécois sont fortement contre la Charte. Il y a quand même une minorité qui sont pro-Charte, mais c'est je dirais, une minorité plutôt silencieuse. Et de même, à l'extérieur du Québec, les médias sont très anti-Charte de façon monolithique et de façon assommante même. Mais il y a quand même un intérêt pour la Charte. Il y a, comme j'ai dit, plusieurs anglophones qui sont pour, qui n'osent pas s'exprimer pour le moment. Ils attendent que l'orage passe. Par exemple, nous avons des membres à l'extérieur du Québec qui sont pro-Charte. Et il y a d'autres associations qui peuvent éventuellement, on espère, prendre position pour la Charte ou pour quelque chose de semblable dans d'autres juridictions au Canada. OK. Dans votre mémoire, vous dites « Les libres penseurs athées considèrent que l'interdiction du port des signes religieux est une mesure égalitaire. » Pourquoi? Égalitaire dans le sens que ça s'applique à tout le monde, tous les fonctionnaires de l'État, tous les agents de l'État, peu importe leur croyance ou incroyance. Et donc, ça donne une image de neutralité qui est importante pour les fonctionnaires de l'État. Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'argument qui va vous être soumis dans peu de temps, que cette mesure, elle est discriminatoire puisqu'elle va représenter une barrière à l'emploi pour les personnes qui portent un signe religieux? Je ne pense pas que ça représente une barrière à l'emploi. Je pense qu'au contraire, ça crée un espace de liberté où les gens de n'importe quelle appartenance religieuse peuvent laisser tomber cette appartenance pendant les heures de travail et ne sont pas obligés de s'y identifier. C'est sûr qu'il va y avoir certains individus qui seront pas, qui auront de la difficulté à composer avec cette contrainte que nous trouvons assez raisonnable. Mais il y a quand même une période de transition de 5 ans qui est prévue dans la Charte, si ma mémoire est bonne. Et je pense que ça va améliorer la situation dans le milieu du travail de la fonction publique. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez, dans le fond, ce sont mes mots, là. Si ça ne correspond pas à votre idée, vous me corrigez. Mais
moi, j'ai parlé dans certaines interventions de l'effet libérateur que l'interdiction pourrait avoir chez certaines femmes qui se sentent présentement obligées de le porter, de porter un signe religieux, le voile par exemple. Et évidemment, on ne les entend pas beaucoup, parce que si elles se sentent obligées, c'est parce qu'elles vivent une pression communautaire, familiale. Et donc, moi, je pense qu'en créant cet espace de neutralité au sein de l'État, on va donner à certaines femmes l'occasion de pouvoir retirer le voile ou le signe religieux pendant un certain nombre d'heures par jour, ce dont elles rêvent secrètement, pour certaines d'entre elles, encore une fois. Et donc, ça pourrait avoir, au lieu d'avoir l'effet discriminatoire que les adversaires de la Charte passent le temps à soutenir, je pense que ça pourrait effectivement donner une occasion à certaines personnes de pouvoir vivre leur liberté. Bien, justement, vous répétez ma pensée quand j'ai dit que c'est un espace ça crée un espace de liberté dans la fonction publique. C'est précisément ça. Il y a des personnes qui sont obligées de porter un signe religieux. Nous ne savons pas lesquelles parce qu'on peut pas lire dans leurs pensées. Si, par exemple, une femme musulmane porte le voile par choix, tant mieux pour elle. Si c'est par choix, elle peut l'enlever aussi pour aller travailler dans la fonction publique. Si elle a l'occasion de devenir fonctionnaire d'État. Bon, voilà. Si je peux intervenir, Monsieur le ministre? Oui, bien sûr. J'aimerais bien, si on étudie un peu le phénomène du fondamentalisme religieux, on se rend compte qu'une des caractéristiques d'à peu près tous les fondamentalistes, c'est ce qu'on appelle l'exclusivisme religieux, c'est-à-dire qu'il consiste à identifier leurs coreligionnaires pour créer une communauté et exclure cette communauté-là de la plus vaste communauté. En portant un signe religieux très ostentatoire, on met une barrière, et c'est le concept que les fondamentalistes religieux essaient de mettre en place. C'est une barrière individuelle autour de l'individu qui le sépare du reste de la communauté. Si on les force à enlever ce signe, qui est une barrière, on crée un espace public qui est neutre. Et c'est lutter pour une société plus égalitaire et non pas l'inverse de faire de la discrimination. Par ailleurs, vous écrivez dans votre mémoire les libres penseurs athées sont d'opinion que, je cite là, plus un agent de l'État exerce un pouvoir coercitif ou plus son client est vulnérable, par exemple la petite enfance ou les patients dans les hôpitaux, plus l'exigence d'apparence de neutralité devient impérative. C'est pourquoi les libres penseurs athées considèrent que cette interdiction est, citation, d'une importance capitale chez les juges, les policiers et policières, les gardiens et gardiennes de prison, ainsi que dans les écoles et chez le personnel des centres de la petite enfance subventionnés par l'État. Fin de citation. Pourquoi vous faites ce lien-là? Pourquoi vous faites le lien entre le signe religieux et, d'un côté, et le pouvoir coercitif et la vulnérabilité de la clientèle de l'autre? C'est en fait dans la ligne de pensée que deux femmes remarquables sont venues témoigner ici, Mme Lepin et Mme Venn, je crois, qui ont bien expliqué les phénomènes psychologiques chez les enfants, d'identification personnelle avec un vêtement ou sans vêtement, etc. Et si on crée, par exemple, une image de la femme qui il sera sûrement pas compris à 4 ans par un enfant, mais plus tard dans la vie, qui pourra être comprise comme étant une image plutôt négative parce qu'on aura pris conscience de certaines choses. On crée chez ces enfants-là déjà des difficultés à gérer ça lorsqu'ils vont vieillir.
Et je me souviens qu'une de ces dames racontait que, je ne suis pas un spécialiste, mais elle nous parlait de l'identification du corps, et etc. Et à ce moment-là, elle nous montrait tout l'aspect négatif. C'est exactement le même esprit qu'on avait lorsqu'on a écrit ça, c'est de dire, nos petits, ils sont très vulnérables, et ne créons pas chez eux des images qui vont leur créer peut-être plus tard des difficultés. Ne les embarquons pas dans des identifications dont ils vont avoir à se départir plus tard. On parlait des dames qui, à 20 ans, se disent « je peux pas enlever mon voile parce que ça fait partie de mon identité ». Mais ça fait partie de son identité parce que à 7-8 ans, on l'a forcé à le porter, puis elle l'a porté toute sa vie. Et ça se comprend. Mais c'est quelque chose qu'on lui a imposé, de toute façon, lorsqu'elle était jeune. Soit par l'image de d'autres femmes, soit personnellement. Oui, l'autre exemple tiré de ce témoignage de Mme Lepin et Venn, c'était en lien avec les crimes d'honneur ou les crimes dits d'honneur. C'était fascinant, ça. J'invite encore une fois mes collègues, très estimés collègues de l'opposition, à réfléchir également à ce cas-là qui nous a été soumis, où Mme Lepin et Venn, qui ont travaillé plus de 10 ans pour la DPJ, nous parlaient elles évoquaient le cas de jeunes filles qui pourraient être soumises à des pressions culturelles ou religieuses au sein de leur famille. Mariage forcé, obligation de porter le voile, par exemple, et qui veulent donc essayer de résister à ces pressions-là, qui veulent vivre leur liberté, qui veulent vivre, par exemple, une relation amoureuse avec un garçon d'une autre culture ou d'une autre religion, et donc qui se tournent vers les services sociaux pour obtenir un appui, ou qui se tournent vers leur enseignante ou l'école pour obtenir un appui, et qui se retrouvent face à la même religion qui les a condamnés ou qui les soumet à ces pressions dans leur milieu communautaire ou familial. Je trouvais que c'était un excellent exemple, encore une fois, de l'importance de s'assurer que les agents de l'État affichent la plus stricte neutralité religieuse que possible. J'aimerais vous entendre sur un argument que Guy Rocher a utilisé dans une entrevue avec Paul Journet de la presse. Paul Journet qui lui dit « Mais en permettant à une femme qui porte le hijab de travailler dans la fonction publique, est-ce qu'on favorise pas son intégration dans la société? » Et Guy Rocher de répondre « C'est un argument fautif et dangereux, car on considère seulement les besoins d'une personne. Il faut sortir de cet individualisme pour voir l'aspect collectif, celui de l'institution. Si le nombre augmente, la neutralité de l'État s'effrite. Quand 10 enseignants d'une école porteront un signe religieux, on se demandera si cette école est encore neutre. » Exactement. Si je peux me permettre une comparaison, Monsieur le ministre, lorsqu'on favorise ou qu'on est d'accord avec l'approche libertaire qui consiste à dire la neutralité, c'est l'État n'intervient pas. L'État ne fait rien contre les religions. Ça, c'est du 19e siècle, c'est John Locke, en même temps qu'il a créé le libéralisme, a créé un libéralisme religieux. C'est la philosophie de la Cour suprême actuellement depuis très longtemps. C'est la même philosophie aux États-Unis. Alors, les États-Unis sont officiellement un État laïque et neutre, mais on a adopté justement la philosophie de dire on ne peut brimer la liberté liberté de religion, mais même les libertés économiques. Alors ça, la Cour suprême nous dit ça. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant aux États-Unis? On a un État laïque qui est sûrement l'État le plus religieux de l'hémisphère occidental. C'est une vraie danse de religion. On se promène avec ces signes religieux. Et voir un État religieux aux États-Unis, il faut vraiment faire un effort. Par ailleurs, j'aimerais vous entendre sur l'argument à l'effet que l'usager ou l'usagère, la citoyenne qui se retrouve devant un agent d'État qui porte un signe religieux, ça peut être une enseignante, ça peut être un médecin, peu importe, et qui se sent atteint dans ses droits, dans le fond, ce serait son problème à elle, à cette personne-là. Si elle se sent rejetée, si elle se sent condamnée, si ça remet en question le traitement qu'elle a demandé, c'est son problème. C'est à elle d'avoir la bonne éducation
et c'est à elle de se débarrasser de ces pauvres préjugés. Et donc, c'est pas à l'État de s'ajuster, c'est à la citoyenne ou à l'usager qui ressent qui a cette réaction-là, qui se sent atteint dans ses droits et dans certains cas, ça peut avoir des conséquences importantes, comme on vient de le voir, dans le cas de cette jeune fille-là. Comment vous réagissez à ça? Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand j'entends ça, parce que c'est comme si on disait aux citoyens... t'es pas assez éduqué, t'es pas assez intelligent ou t'es pas assez. On va s'occuper de ton éducation, puis quand tu auras bien compris là, tu aurais pu cette réaction-là. On va te guérir de tes préjugés. C'est très réducteur. C'est très très réducteur parce que moi je pense que il y a toujours deux libertés et ce sont des libertés de conscience. Le citoyen se fait interpeller par un signe, pas la personne qui porte le signe, par le signe. J'ai travaillé depuis plusieurs années à étudier les phénomènes religieux, des signes ostentatoires, je me suis renseigné et j'en suis venu à la conclusion, je ne peux pas le voir autrement que comme un signe, un instrument politique d'un groupe, comme ça a été démontré ici, un groupe politico-religieux, c'est-à-dire un groupe politique qui instrumentalise la religion pour se donner des droits. Et lorsque je vois une femme qui se promène avec un voile, je vois une personne, j'ai tendance à la voir comme une victime, même si je sais que ça peut être extrêmement volontaire, voulu de sa part, mais c'est le voile qui m'interpelle, pas la personne. C'est le message qu'envoie le voile. Le voile envoie plusieurs messages. Tout objet envoie plusieurs messages. Et le voile, entre autres, parce que c'est vraiment le cas le plus patent, est un instrument politico-religieux et je pense que j'ai le droit d'étudier un phénomène, d'arriver à une conclusion, sans que me faire dire que je vis de préjugés. J'ai éduqué ma conscience à un phénomène et ma conscience se sent attaquée, entre guillemets, là, on ne parle pas de violence, évidemment, mais se sent interpellée. Et si je suis malade, vulnérable, et que je suis confronté, que ma conscience est confrontée à une autre réalité que je ne partage pas, là, je vois ça comme étant une agression de ma liberté de conscience. C'est ça. Imaginez un juif orthodoxe, pour prendre un cas extrême, qui a vécu toutes les horreurs qu'on connaît de ce qui se passe au Moyen-Orient, qui a un accident et qui se ramasse devant un médecin arabe ou musulman, qui manifeste on peut pas imposer une chose comme ça à cet être qui est vulnérable maintenant parce qu'il est blessé, il est malade ou peu importe. Le voile est divisif. Ben, il est divisif ici dans la société, il va l'être encore après la charte. Finalement, il me reste à peu près une minute. Une minute max. Et ouais, à peu près un petit peu plus, mais une minute. Il paraît que la liberté de croyance, la liberté, dis-je, d'opinion et d'expression est pas nécessairement égale à la liberté de religion. Et donc, c'est correct, ce serait correct de limiter l'expression des idées politiques quand on est fonctionnaire, y compris d'interdire le port de signes politiques. Mais dans le cas de la religion, là, non. Là, ça, c'est inacceptable. Puis on ne peut pas placer les deux libertés sur un même pied d'égalité. La liberté de religion et la liberté d'expression, c'est deux choses différentes. Et donc, le droit par exemple, le droit d'afficher ses convictions environnementales, ça, c'est correct de les limiter. Même si on pense que l'environnement est menacé puis que c'est la vie sur Terre qui est menacée, ce qui est une conviction, entendons-nous, assez forte, mais ça, on a le droit de dire non, tu n'as pas le droit de l'exprimer. Par contre, la liberté de religion et la conviction religieuse, elle, il ne faut surtout pas l'encadrer de quelque façon que ce soit. J'ai pas le droit. J'ai été fonctionnaire fédéral pendant 22 ans. J'ai eu connaissance de débats sur l'avortement. C'est pas un macaron, ça. C'est une opinion politique structurante sur une société. Ce projet de loi
est un projet structurant qui amène des convictions importantes. Malheureusement, c'était tout le temps qui était à la disponibilité de la partie ministérielle. Maintenant, j'avais du côté de la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour 16 minutes 30 secondes. Bonjour, messieurs. Merci de votre participation. Dimanche dernier, j'étais à un petit déjeuner de la Fédération des femmes du Québec. Et une salle bondée avec beaucoup de femmes de tout âge, de toute origine, multilingues, anglophones, francophones, du milieu des affaires, vraiment beaucoup de diversité. Et il y a une jeune femme professionnelle qui s'est levée et dit « Je suis athée et je n'ai jamais autant défendu la liberté de religion. » Et donc, dans ce débat, je ne pense pas que c'est des athées, des anglophones, des francophones. C'est vraiment des gens qui réagissent. Il y a vraiment deux points de vue et il y a une rupture. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de consentement, ça c'est sûr, ou de consensus. Et pour beaucoup de gens, le fait de venir toucher un enjeu très, très, très sensible, on a toujours reconnu la liberté de religion dans notre société, et soudainement, on change les règles du jeu. Je veux vous amener sur le rationnel. Vous êtes des gens rationnels, votre mémoire le montre, vous avez des arguments. Et lorsqu'on parle de la communauté anglophone et sa réaction et d'autres, ce qui a beaucoup dérangé les gens, c'est le manque d'études. Il n'y a pas eu de livre vert, de livre blanc, il n'y a pas eu de grands débats sur les grands principes. Et vers quel type de société veut-on aller? Il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas d'études d'impact. Et aujourd'hui, on a eu le grand plaisir d'accueillir un organisme universitaire qui nous a présenté des études d'impact. Et il existe des études d'impact. Alors, je voudrais vous entendre sur cette question, alors qu'on voit, je pense que vous le constatez aussi, qu'il n'y a pas de consensus sur l'interdiction. Il y a un consensus sur beaucoup d'éléments qui pourraient nous faire avancer. Et vous avez touché les questions. Et j'aimerais corriger ce que le ministre a dit. Notre formation est tout à fait contre les intégrismes, les mariages forcés, qui est déjà illégal par ailleurs. Si le ministre ne le sait pas, c'est déjà illégal. Donc, beaucoup de mesures qui sont des mesures qu'on associe à des crimes basés sur l'honneur qui sont illégales. Mais évidemment, l'État doit aller plus loin. On est tout à fait d'accord avec ça. Et de ne pas forcer les jeunes, vous avez soulevé cette question-là, contre leur gré. C'est bien important. Et que ces éléments font consensus. C'est ce qu'on constate. Donc, comment aller plus loin? Alors, la question, c'est, pensez-vous que ce serait utile pour avancer de scinder le projet et de mettre de côté pour l'instant, d'avoir un débat basé sur des études des plus rationnelles, sur l'interdiction, et sur ce qui fait consensus, on va de l'avant. Parce qu'ici, à l'Assemblée nationale, on pourrait tous s'entendre sur 2/3 du projet de loi. Personnellement, je ne suis pas très favorable à l'idée de scinder parce que je trouve que ce que la Charte fait est un bon pas dans la bonne direction. Elle est incomplète, elle est imparfaite, mais ce qu'elle fait est bon. L'interdiction du port des signes religieux est extrêmement controversée, mais c'est un enjeu auquel il faut faire face. Et c'est pas nécessairement une situation d'urgence. Moi, je vois la Charte comme une mesure préventive. C'est une mesure pour l'avenir et pas seulement pour le présent. Je ne vois pas quel genre d'études serait nécessaire pour motiver, pour justifier, d'après vous. Mais on voit que l'intégrisme est un grand danger un peu partout dans le monde. Et si cette charte peut freiner un peu cette tendance, elle impose des contraintes mineures et raisonnables pour la liberté d'expression, sans menacer la liberté de religion. Médecin à l'hôpital général juif, un excellent médecin qui porte la kippa, le fait qu'il soit renvoyé de son emploi, puis c'est une perte pour le réseau de la santé, pour les patients, ça va venir contrer l'intégrisme. En quoi vous faites un lien entre la perte d'emploi? Il y a un autre médecin qui porte le turban au CUSUM. En quoi est-ce qu'on vient
contrer l'intégrisme en empêchant cette personne de travailler dans un hôpital? La personne ne sera pas congédiée du jour au lendemain. Il y a une période de transition. La majeure partie vont se plier aux conditions imposées. Et c'est aussi par un esprit égalitaire qu'on impose la même règle à tout le monde, à toutes les religions. Si on interdit les signes religieux musulmans, il faudrait aussi interdire les signes religieux chrétiens, juifs et autres. Et quand je dis juif, je parle de la religion juive parce qu'on mélange souvent religion et ethnie chez les juifs. Et d'ailleurs, c'est ça que veulent les intégristes musulmans quand ils font des accusations d'islamophobie. Ils veulent mélanger l'aspect religion avec l'aspect groupe ethnique afin de plus facilement faire des fausses accusations de racisme, tandis que l'islam est une religion et pas une race. Donc, c'est par un esprit égalitaire qu'on applique la règle à toutes les religions. Il y a eu des études en Europe, notamment en Allemagne, où ils ont implanté un projet de loi exactement semblable au projet de loi 60. Et il y a la commissaire qui était responsable d'application de la loi contre la discrimination, qui était pour le projet de loi à l'origine. Et après un an de l'application du projet de loi, de la loi sur la laïcité, a été inondée de demandes de plaintes de discrimination à l'emploi, de gens qui ont littéralement perdu leur emploi ou qui ont été empêchés d'avoir un emploi, tant dans le secteur public que le secteur privé. Et les études ont montré qu'il y a eu un effet d'entraînement dans le secteur privé. Parce que les employeurs ont dit, si c'est bon pour le gouvernement, c'est bon pour nous. Et c'est ça les études d'impact, c'est ça l'inquiétude, c'est l'effet d'entraînement. Donc, avant d'aller de l'avant avec une mesure qui a des conséquences importantes sur le gagne-pain d'une personne. D'ailleurs, l'emploi, c'est peut-être l'aspect le plus important dans la vie, dans la dignité de l'être humain, c'est de pouvoir travailler. Et donc, il faut, et les tribunaux vont le dire, croyance sincère, si la personne croit vraiment qu'ils doivent porter le signe, évidemment, la discrimination, la Commission des droits de la personne va vous le dire, c'est comme ça que ça sera appliqué. Donc, vous ne pensez pas que ce serait prudent d'avoir une meilleure, de mieux saisir l'impact dans ce sens-là et les effets d'entraînement dans le secteur privé tels que les études le montrent. Et le Conseil du patronat est venu exprimer cette crainte-là. La FTQ aussi, qui est venue ici témoigner, dire qu'ils ont une inquiétude et que leurs membres étaient très partagés. Mais c'était la grande inquiétude. C'était l'impact sur l'emploi, l'exclusion de l'emploi, qui causerait évidemment des tensions énormes dans la société québécoise à moyen et à long terme. Si j'ai bien compris, vous craignez que la prohibition des signes religieux s'étende dans le secteur privé. Alors, si des compagnies privées adoptent ce genre de contraintes, si c'est clairement indiqué dans les contrats d'embauche et ça fait partie de leur façon de faire, je ne vois pas d'inconvénient à ça. Vous supposez que les gens seront congédiés. Moi, je suppose que la vaste majorité vont se rendre compte qu'il est plus important d'avoir un emploi que de porter un signe d'appartenance. D'ailleurs, moi, je porte parfois des symboles athées, un T-shirt ou un macaron athée avec un slogan athée ou anti-religieux, mais je ne porte pas ça au travail et je ne travaille même pas dans la fonction publique. Un symbole religieux n'est pas plus important pour le croyant ou la croyante que mon macaron athée n'est pour moi. Si moi je suis capable de l'enlever, le croyant ou la croyante est capable aussi d'enlever son signe religieux quand il ou elle va travailler dans la fonction publique ou dans une entreprise ayant adopté une charte dans ce secteur d'emploi. Merci. Alors, je cède la parole à la députée de Bourassa-Sauvé pour environ presque 7 minutes.
Wow. Merci, Monsieur le Président. Alors, je constate... Merci d'être venu devant nous et d'avoir présenté votre mémoire. Vous présentez une position qui est assez intéressante. Je veux d'abord citer ce que vous avez à la page 3 de votre mémoire. Je cite « Nous sommes athées. À la lumière de la pensée critique et de la science, nous considérons comme des fictions infantilisantes les dieux, les démons, la réincarnation, l'âme immortelle et les autres croyances surnaturelles. Nous valorisons la raison, le savoir et l'avancement matériel, intellectuel et moral de l'humanité. Notre philosophie est matérialiste, il n'existe aucune âme associée au corps, tandis que l'esprit ou l'intellect est lui aussi matériel, car relevant d'un processus neuronal. Nous sommes des êtres moraux et en constante évolution, responsables de nous-mêmes à l'instar de l'humanité dont nous faisons partie. Nous préconisons la laïcité et rejetons toute influence religieuse dans les institutions publiques. » Fin de citation. Il me semble, quand je lis ça et d'autres commentaires dans votre mémoire, que vous êtes en train de dire à l'État, oui, il faut que vous choisissez une religion. Et cette religion, c'est l'athéisme. Vous ne l'appelez pas une religion, mais c'est une croyance aussi. Et donc, vous demandez à l'État, en choisissant l'athéisme, de favoriser une religion au détriment des autres, parce que les autres ne doivent pas exister, mais le fait qu'on ne croit pas dans les dieux, les démons, etc., comme vous le mettez, c'est ça que vous voulez que l'État favorise. Donc, je ne vois pas dans ça la neutralité de l'État. Je vois plutôt un choix de l'État de favoriser l'athéisme. Comment vous me répondez? D'abord, l'idée que l'athéisme soit une religion, je l'ai entendue 1000 fois et c'est une idée complètement vide de sens. Si l'athéisme est une religion, alors ne pas jouer au hockey est un sport d'hiver et la calvitie est une couleur de cheveux. L'athéisme, c'est tout simplement le rejet des croyances surnaturelles qui ne sont pas fondées, c'est tout. Il n'y a pas de rite, il n'y a pas de croyance au surnaturel. Évidemment, l'athéisme n'est pas une religion. Nous ne demandons pas à l'État d'être athée. Nous sommes personnellement athées. Nous sommes anti-religieux dans notre attitude. Nous demandons que l'État établisse ces institutions sans influence religieuse, tout simplement sans l'influence des églises et autres institutions religieuses, mais avec la pleine participation de tout le monde, croyant ou incroyant, à condition que tout le monde pratique une certaine réserve s'ils sont employés par la fonction publique, et ça s'applique aux athées aussi. C'est-à-dire d'afficher des symboles, c'est-à-dire que je suis prêt à accepter ça à condition que les croyants acceptent ça. J'ai entendu tout à l'heure que ça vous est égal si, même dans le privé, on interdit les signes religieux, parce que vous dites que ça va faire partie du contrat d'emploi, etc. Donc, les gens vont choisir de travailler au lieu de ne pas travailler. Mais nous vivons dans une société où les gens peuvent facilement traverser les frontières. Le choix peut être au-delà que je travaille ou je ne travaille pas. Je veux travailler. Ça me donne la dignité de travailler. Donc, je vais choisir, si je suis un médecin à l'hôpital général juif, qu'on voudrait retenir ici, de simplement aller de l'autre côté de la frontière en Ontario, ou aller à New York, ou Boston, ou ailleurs. Ça, c'est aussi une crainte que nous avons, parce qu'on ne peut pas perdre ces talents-là. Et donc, en tant que société, on se met à risque.
Je me souviens bien, quand on a parlé de la Charte de la laïcité en France en 2004, on utilisait exactement cet argument-là. Et ça n'est pas arrivé. Le Québec devait se vider avec la loi 101, et à part quelques camions bien organisés, il n'y a pas eu d'exode si massif que ça. Peut-être que quelques personnes vont choisir ça, ça sera leur choix. Mais je ne crois pas à un exode massif, c'est pas vrai. Est-ce que vous croyez qu'en effet, on va résoudre des problèmes que vous croyez en France, ils intègrent leurs immigrants beaucoup mieux parce que l'État dit que personne ne peut porter un signe religieux si il est un représentant de l'État? En France, on demande aux écolières de retirer les signes religieux. On demande à tout le monde de retirer les signes religieux. Le projet de loi 60 s'adresse simplement aux fonctionnaires de l'État. Je vous pose la question, les émeutes qui se font en France, le problème que la deuxième génération ont de s'intégrer en France, on ne veut pas ça au Québec. Mais ailleurs, si on parle maintenant du problème d'intégrisme, est-ce que vous croyez vraiment que la Charte des valeurs va régler ça? Les Chafia ne portaient aucun signe religieux, mais il y avait des problèmes importants à l'intérieur de leur famille et on a connu la finalité de tout ça. Madame, on n'a jamais prétendu que la Charte allait régler les problèmes d'intégration et les problèmes d'intégrisme. On l'a dit en toutes lettres, il manque beaucoup de choses. On demande au gouvernement, dans notre mémoire, d'agir pour intervenir, pour prévenir l'intégrisme, combattre l'intégrisme. On a lu le projet de loi de Mme Ouda Pepin qui a été présenté hier. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ça. Il y a des choses, comme on soulignait tout à l'heure, qu'on n'a plus besoin de dire parce que c'est déjà interdit. Mais il y a beaucoup de choses. Le temps est écoulé pour la partie de l'opposition officielle. Je cède la parole à la députée de Montarville pour 4 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Merci pour votre mémoire. Très intéressant. Tout comme vous, nous croyons qu'il faut interdire le port de certains signes religieux pour certains employés. Il faut tracer une ligne. Mais avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais que vous terminiez ce que vous disiez. Je trouve ça très intéressant. Vous parlez de Mme Fatima Ouda Pépin qui a présenté elle-même son projet de loi. Poursuivez sur votre pensée à cet égard. On a très brièvement étudié le projet de loi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont semblé intéressantes là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on souligne dans notre mémoire aussi. On demande la mise en place d'un organisme qui va poursuivre les études sur l'intégrisme, qu'on devrait appeler fondamentalisme d'ailleurs, parce que ce n'est pas la même chose que l'intégrisme. L'intégrisme est catholique, par définition. Mais effectivement, il y a des propositions intéressantes. J'ai passé 12 ans de ma vie à écrire des règlements puis des lois. Ça fait que j'ai pas nécessairement apprécié le style, mais l'intention, c'est surtout ça qui est important. Et l'esprit de la loi, voilà, l'intention qu'on veut donner aux législateurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de propositions intéressantes qu'on pourrait voir dans la Charte. Nous-mêmes, on trouve que la Charte, il manque des choses. On ne définit même pas la laïcité. On nous dit pas qu'est-ce que c'est. La neutralité de l'État. La neutralité de l'État, ça peut être de donner des privilèges à tout le monde. Mais ça peut être d'autres choses. On en a parlé tout à l'heure dans notre exposé. Il faudrait que ça soit défini parce que les tribunaux vont en inventer une si on ne leur en donne pas. Alors, c'est à nous de dire la neutralité, voici comment on la conçoit. Vous, les législateurs, comment on conçoit cette neutralité. Alors, ça, c'est pas fait dans le projet de loi. Je pense que c'est une grosse lacune. Alors, je vous remercie pour cette portion de réponse. Maintenant, revenant à l'interdiction du port de signes religieux. On l'a vu, on en a parlé. Nous sommes pour l'interdiction du port de signes religieux pour les employés de l'État. Restera à tracer une ligne dans l'optique où il faudra avoir une position la plus rassembleuse possible, qui fasse le plus grand consensus. Et on l'entend, c'est divisé et même subdivisé. On a entre autres des indépendantistes qui sont pour une laïcité ouverte, donc qui ne sont pas pour l'interdiction du port de signes religieux. Donc, ça commence à subdiviser ce débat. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous seriez d'avis qu'il sera approprié, du moins de commencer par interdire le port de signes religieux pour les gens au moins en position d'autorité, ceux qu'on connaît, juges, procureurs de la couronne, policiers, gardiens de prison, et nous, on préconise d'ailleurs enseignants, primaires, secondaires, direction d'école. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon début, ça marque un gros point, ce serait quelque chose qui pourrait peut-être faire consensus? Ce serait un bon pas dans la bonne direction, mais nous favorisons une interdiction plus large, globale.
Mais c'est sûr que c'est plus important chez les gens ayant un pouvoir coercitif. Mais pourquoi dites-vous que c'est plus important? C'est plus difficile à gérer aussi parce que il faut décider dans quelle catégorie tel fonctionnaire est placé. Est-ce que son pouvoir coercitif est suffisamment grand, suffisamment important? Et on peut aussi faire le raisonnement que tout fonctionnaire a un certain pouvoir coercitif, même quelqu'un qui prépare les permis de conduire, c'est un certain pouvoir d'État qu'a la personne a. Donc, je pense que c'est plus juste et plus simple de faire une prohibition globale, mais c'est sûr que pour les gens ayant un grand pouvoir coercitif, ce serait un pas dans le bon sens. Tout compte tenu du fait qu'il y a justement dissension ou qu'il n'y a pas... il y a subdivision sur le sujet. Il faudrait arriver à finir par s'entendre. Il y a un problème de mise en place. En fait, c'est qu'on confond deux choses. Il y a le principe. Le ministre c'est le temps qui était parti pour la députée je me dirige du côté du député de Blainville pour 4 minutes. Merci, M. le Président. Merci, messieurs. Écoutez, je vais venir très rapidement sur l'intégrisme. Je pense que c'est une question qui a intéressé tout le monde, mais si j'ai bien compris, vous seriez probablement en faveur à ce que le ministre, par exemple, s'inspire de quelques articles qui sont dans la loi déposée par l'ex-député libéral de Lapinière, justement pour contrer les effets, ou du moins pour... Dans son projet de loi, c'est surtout pour ramasser de l'information, pour faire des recherches sur le terrain, pour voir comment ça se déroule, pour arriver. Donc, c'est une mesure... Oui, c'est ça, en tête action, effectivement. Donc, c'est quelque chose avec lequel, si le ministre s'inspirait de certains articles, c'est quelque chose dans lequel vous seriez favorable, j'imagine. Oui. On n'a pas eu beaucoup de temps pour l'étudier, mais... Effectivement. Mais oui. Je vais vous donner la chance peut-être de vous exprimer sur des aspects de votre projet de loi, de votre mémoire, pardon, que les gens peuvent pas lire. Vous faites certaines suggestions. Il y a un groupe, entre autres, qui est venu nous parler de l'abattage rituel. Vous faites référence. Vous parlez de manifestations religieuses, par exemple, dans les conseils de ville. On sait qu'il y a une municipalité, il y en a quelques-unes qui s'objectent totalement à ce qu'on aille aussi loin. Peut-être je vous donne un peu la chance, en quelques minutes, de nous exprimer peut-être des autres points que vous aimeriez voir, entre autres ces deux-là. Mais par exemple, la prière dans les séances de conseils municipaux, il faut l'interdire. Il faut pas qu'il y ait des cérémonies religieuses dans des instances gouvernementales. Ça, c'est complètement inacceptable du point de vue de la laïcité. Et ça persiste. Il y a le maire de Saguenay qui s'entête à le faire et c'est en cours encore. Si cette charte avait été adoptée il y a quelques mois, peut-être que la décision de la Cour suprême du Québec, Cour d'appel du Québec aurait été différente. C'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs. Oui. Alors, donc ça, c'est important. Aussi... L'interdiction de signes devrait également s'appliquer aux maires, aux conseillers municipaux? Moi, je dirais à l'ensemble des conseillers, oui. 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 Concernant l'abattage rituel, il y a des lois qui imposent qui pourraient interdire la cruauté inutile lors de l'abattage et nous sommes contre toute exception pour raisons religieuses. Pour des raisons de santé, ces règles sont là. Et référence à la qualité sanitaire. Il y a la santé des animaux, ouais, la cruauté, mais vous parlez aussi là, de espèce de suspension de règles là, qui pourraient mettre en cause, je pense, les règles. C'est parce que la religion ne devrait pas avoir une priorité sur des mesures de santé, d'hygiène, d'autres mesures. Sécurité publique. Sécurité publique, oui. Je vous remercie beaucoup, messieurs. C'est très instructif et merci d'avoir été là jusqu'à 18h parce que, évidemment, c'est toujours peut-être plus difficile d'être les derniers, mais c'était fort intéressant. Vous nous avez gardés bien éveillés. Merci. Merci, Monsieur le député. Merci, Messieurs Rennes et Messieurs Savard, pour votre présentation. Et vous êtes déplacés pour présenter votre mémoire. Je lève maintenant la séance et la commission adjourne ses travaux à demain, vendredi 14 février, à 9h30, afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 28. Et sur ça, bonne fin de soirée.